30 pays d'Afrique et du monde arabe participent à la 9e édition de l'Africa Haïti et Télécom Forum, le rendez-vous annuel de l'économie numérique en Afrique francophone. Et puis le plus haut responsable du ministère de la Défense du Sri Lanka a démissionné aujourd'hui. L'État sri-lankais a reconnu sa défaillance dans sa mission à garantir la sécurité nationale alors qu'il était en possession d'informations préalables cruciales sur des risques d'attentats suicides. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un forum pour accélérer la transformation digitale en Afrique. 30 pays d'Afrique et du monde arabe participent à la 9e édition de l'Africa Haïti et Télécom Forum, le rendez-vous annuel de l'économie numérique en Afrique francophone. Dangui nous dit comment l'État compte s'y prendre pour assurer une meilleure accessibilité à l'outil numérique. L'Afrique et la dynamique digitale, ce thème réunit ici à Abidjan les acteurs du secteur numérique venus d'une trentaine de pays d'Afrique et du monde arabe. À ce 9e rendez-vous de l'Africa IT Télécom Forum, il sera encore question de trouver les bonnes stratégies politiques qui vont conduire très rapidement le continent africain vers une transition numérique réussie. L'Afrique a démontré sa capacité de s'approprier les technologies de par le mobile, par la convergence du mobile et de l'Internet, de par l'arrivée aussi de solutions satellitaires, etc. Maintenant, il faut pouvoir appliquer ces technologies-là à des solutions qui vont répondre à nos besoins en termes d'agriculture, en termes d'éducation. À l'occasion du forum, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue, c'est de travailler à pouvoir reprendre tout ce qui a été fait ailleurs de façon pertinente sur les sujets d'accessibilité des populations aux services TIC, à la consommation des services TIC, reprendre ou du moins échanger sur ce qui a été fait, comme je disais, ailleurs de façon pertinente et l'adapter à notre contexte local. Adopter les meilleures stratégies adaptées aux contextes locaux. Justement, le gouvernement ivoirien s'y attelle. À ce forum de l'Afrique francophone, le ministre Claude Isaac Dey, ministre de l'économie numérique et de la Poste, a exposé aux experts et autres entreprises spécialisées les efforts du gouvernement afin d'accélérer la transformation digitale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec le programme d'investissement qui a été fait avec l'ANSUT, toutes les principales villes de Côte d'Ivoire sont couvertes. On a aussi 2 projets qui sont en cours, qui viennent démarrer l'agriculture, qui va aller au-delà. En sorte que les zones rurales les plus reculées puissent être desservies par les TIC. Mais aussi, il y a aussi un autre programme aussi, e-éducation. Pour que, au niveau de l'alphabétisation, au niveau de l'éducation, on puisse vulgariser les instruments numériques. Adoption des services numériques par les citoyens, empreinte digitale, protection des données à caractère personnel et la confiance numérique à travers la cybersécurité. Voilà les différents thèmes qui seront abordés sur les 2 jours que va durer la 9e édition de l'Africa IT Télécom Forum. Une thèse pour résoudre les questions liées au chômage dans le secteur éducation-formation, employabilité des diplômés du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire, la thématique développée par Paul Kofi, commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, chargé de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports. Un travail académique pour démontrer que la formation technique et professionnelle peut être la solution à la question du chômage des diplômés du secteur éducation-formation. Des recherches qui doivent servir de base de travail dans les pays où le taux de chômage reste encore élevé. Soro Corona. Avec la mention très honorable et les félicitations du jury, Paul Kofi, par son acharnement au travail, est désormais docteur en sciences économiques et développement. Employabilité des diplômés du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire, thème de la soutenance. Dans son approche, l'impétrant a montré que la formation technique et professionnelle peut être la solution de la question de l'employabilité des diplômés, soutenant par ailleurs qu'un diplômé de la formation technique et professionnelle a plus de chances d'avoir un emploi que celui de l'enseignement général. J'ai pendant toute ma carrière travaillé sur les questions d'emploi et d'éducation-formation. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'actualité, ici et ailleurs, nous démontre que le problème du chômage des diplômés est un problème essentiel pour nos pays et montrer que la formation professionnelle et technique peut être une voie, une solution pour résoudre ce problème puissant dans le développement de nos pays. Les universitaires sont venus de toute l'Afrique francophone pour assister à cette thèse sur un thème d'actualité dans de nombreux pays.
nous avons eu droit à un travail de belle facture qui peut être universellement partagé dans l'espace francophone, dans l'espace anglophone et même lusophone, eu égard au contenu propre à faire face aux problèmes auxquels se trouvent confrontées les sociétés contemporaines. Des présidents d'institutions, des personnalités de haut rang, la gendarmerie nationale, l'armée, parents et amis étaient présents. Au total, ils sont 34 impétrants à soutenir leur thèse de doctorat en l'UFR des sciences économiques et développement. La qui mine le système éducatif au cœur d'un festival, le Festival des écoles de Trècheville. Violence, échecs scolaires, grossesse en milieu scolaire, autant de mots que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Trècheville, entend endiguer. Le reportage de Doigt des Lasers. La plongée dans la lagune, les tontines sexuelles, des mauvaises pratiques qui minent l'école. Pour éradiquer ces fléaux, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Trècheville, initie le Festival des écoles de Trècheville, une occasion pour sensibiliser les élèves de la commune à adopter des comportements citoyens profitables à leur réussite scolaire. Il y a de retour des anciens phénomènes qu'il y a dans les années 1900, tels que la traversée du désert, le barreau d'enchaînement, le plongeon aquatique. Nous avons jugé utile de sensibiliser nos petits frères, les interpeller pour dire stop, la vie est trop belle pour mourir cadeau. Quand on l'étudie, on l'étudie pas pour quelqu'un, on dit pour soi-même d'abord. Les autorités communales et les participants ont salué l'initiative. Éduquer, c'est apporter la connaissance, le savoir qui éclaire dans toute prise de décision. Et je pense qu'avec cette activité, la jeunesse en général et la jeunesse de Trècheville en particulier prendra conscience et apportera sa pierre à l'édification de la nation ivoirienne. Nous saisissons l'opportunité pour inviter les parents à s'impliquer un peu plus dans l'éducation de leurs enfants. L'école, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas seulement les enseignants. Ce festival, je crois que ça va améliorer, ça va donner un plus à notre comportement à l'école. Aussi, on n'a pas parlé que de ça, on a parlé de plusieurs choses qui vont beaucoup nous aider à l'école et peut-être dans notre lendemain. Je trouve que les barreaux d'enchaînement et les plongeons dans l'eau ne sont pas de bonnes activités pour les élèves. Normalement, un élève il se doit de suivre ses études, de se concentrer à l'école et de bosser pour avancer dans la vie, pour pouvoir un jour subvenir aux besoins de ses parents. Le thème retenu pour la première édition du Festival des écoles de Trècheville cette année est l'école ivoirienne leadership et responsabilité. Plusieurs activités sont au menu, le sport collectif, des conférences publiques et les jeux éducatifs. Des activités qui se déroulent du 24 au 1er juin 2019. Plus de 2 tonnes de médicaments contrefaits saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans. 2 individus ont été arrêtés lors de cette saisie. Les faits avec Eve Bouy. Ce sont au total 2132 kg de médicaments de qualité inférieure falsifiés qui ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans dans un entrepôt à Batin-Pleu, localité située sur l'axe Mans-Logoualé. L'entrepôt était gardé par ces 2 individus. Ils affirment ne pas être les propriétaires du local et des colis suspects. Ils ne connaissent ni l'origine, encore moins la destination. Toujours selon eux, leur rôle se limiterait à la garde et à la surveillance des colis. Ils soutiennent par ailleurs que ces faux médicaments appartiendraient à 2 individus nommés Lasso et Diakité. Les mis en cause ont été déférés au parquet de Mans et seront poursuivis, entre autres, pour stockage de produits pharmaceutiques contrefaits. Notons que les éléments de la cellule antidrogue ont été appuyés dans cette opération par ceux de l'escadron mobile. Retour aux sources pour les bonis de Guyane qui se sont retrouvés à Tiasalé, au bord de la rivière Bodo, là où leurs ancêtres déportés en Guyane ont pris leur dernier bain. Les bonis de Guyane et de Côte d'Ivoire forment dorénavant un seul et même peuple. Kanga-Nyanzé, village du département de Tiasalé, et sa rivière sacrée, le Bodo, 2 symboles forts de la traite négrière, tels que vécus au XVe siècle. Selon les historiens ivoiriens, c'est ici que les captifs de l'époque de l'esclavage prenaient leur dernier bain avant le voyage du non-retour. Eh bien, plus de 3 siècles après cette tragédie,
Les Bonis de Guyane, descendants d'esclaves, renouent le contact avec leurs ancêtres. Tous des blancs vêtus pour la circonstance, ils ont sacrifié au rituel de la purification, comme pour les accueillir, acte traditionnel qui replonge les Bonis dans l'histoire ancienne de l'Afrique. À l'entrée du village de Kanganianzé, le symbole de la route de l'esclave, une stèle bâtie par l'État de Côte d'Ivoire pour pérenniser le souvenir et le pardon. Le pardon des peuples de Côte d'Ivoire qui auront pris une part active dans la déportation de leurs frères et sœurs. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Dans l'Amazonie, j'ai grandi. Je suis très fier de retrouver ma famille et ça va marquer l'histoire et je veux apporter l'information là-bas que nous venons d'ici. Donc là, on est chez nous. Je suis heureux aujourd'hui qu'ils soient revenus sur une partie de leur terre, retrouver une partie de leurs ancêtres. C'est important et cette reconnexion-là, je la voulais depuis 25 ans. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir le faire grâce au concours du ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, donc aujourd'hui en recevant ses frères, les Bonis de Guyane, a voulu que nos parents qui sont partis depuis Kanganianzé puissent faire un retour sur les terres de leurs ancêtres, puissent communier avec leurs parents, puissent dire à leurs parents qu'ils ont pardonné ce que l'histoire leur a réservé. Le plus important, c'est de fraterniser. Le plus important, c'est de se tenir les mains pour que plus jamais une telle tragédie ne survienne. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'appeler tous les Ivoiriens descendants à désormais revenir à Kanganianzé, à venir en Côte d'Ivoire. La première édition des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave à Kanganianzé aura été un moment de véritable communion entre Bonis de Côte d'Ivoire et Bonis de Guyane. Des dons, des visites de sites tels que le marché des esclaves ont marqué cette rencontre historique. Sachez que le président guinéen Alpha Condé est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le président Ouattara et les membres du gouvernement. Il a eu un tête-à-tête avec le président Ouattara et quelques membres du gouvernement. Cet entretien prendra fin avec une déclaration conjointe des deux présidents. En RDC, Janine Mabunda, seule candidate à la présidence de l'Assemblée nationale en RDC, a été élue à la tête de cette institution. La députée du parti de l'ancien président Joseph Kabila était la candidate de la coalition Front commun pour le Congo. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la RDC qu'une femme dirige l'Assemblée nationale. Elle a recueilli 375 voix sur 383 votants, mais l'ensemble des députés est estimé à 500 élus. Le plus haut responsable du ministère de la Défense du Sri Lanka a démissionné aujourd'hui. L'État sri-lankais a reconnu sa défaillance dans sa mission à garantir la sécurité nationale alors qu'il était en possession d'informations préalables cruciales sur des risques d'attentats suicides. Celle-ci indiquait qu'un mouvement islamiste radical local s'apprêtait à commettre des attentats le 11 avril. Le chef de la police de Sri Lanka a rédigé une note d'alerte indiquant que le national Tawhid Jamaat préparait des attaques suicides contre des églises emblématiques. Cet avertissement se basait sur des éléments fournis par les services de renseignement indiens, une source ayant connaissance du dossier. Le document a été transmis à plusieurs hauts responsables, mais ni au Premier ministre ni au vice-ministre de la Défense. Les attaques du dimanche ont coûté la vie à plus de 359 personnes. À Madagascar, une brigade privée chasse les braconniers pilleurs de forêt dans la forêt de Voïbola. La nature est pillée, abattage sauvage de bois précieux, chasse aux lémuriens, des mammifères primates des tropiques proches du singe. Fort heureusement, une patrouille privée traque ces braconniers. Le symbole de Madagascar pourrait bientôt disparaître. Aujourd'hui, 95% des espèces de lémuriens sont menacées d'extinction en raison de la déforestation et du braconnage. Nous sommes dans la forêt de Voïbola, dans l'est du pays. Une patrouille privée a découvert une douzaine de cas illicites appartenant à des trafiquants de bois. Dans ce campement, il y a environ 100 personnes, des femmes, des enfants et des voleurs de bois. On doit détruire toutes ces cases pour qu'ils ne reviennent pas ici. En plus de détruire l'habitat naturel des lémuriens, les coupeurs de bois tuent les primates pour se nourrir. Ils coupent tous les arbres et ils n'en laissent qu'un
au milieu. Et le lémurien cerné ne peut plus se sauver. Et les braconniers secouent l'arbre où il se trouve. Il tombe et se fait capturer. Braconnage, déforestation, la forêt est entièrement pillée. Sur tout le chemin, des amorcellements d'écorce jonchent le sol. Certains endroits servent de four pour fabriquer du charbon. Stéphane Descamps a un hôtel dans la région. C'est lui qui finance cette brigade qui lutte contre les trafiquants. Ils se mettent ici, ils se mettent des cales dessous et avec leurs couteaux, ils enlèvent les écorces qu'on voit tout le long. Ils nettoient les bois. En fait, regardez bien, c'est du bois d'ébène. Les gars de Tamatave qui rachètent le bois à ces braconniers rachètent à 1000 ariari pièces. Bois d'ébène ou pas bois d'ébène, ça part, voilà, 1000 ariari. 1000 ariari, le tronc de bois d'ébène, soit 25 centimes d'euros. Un bois précieux interdit à la coupe depuis 2008 et qui était vendu à l'époque entre 800 et 1600 euros le pied au marché noir. Auparavant, nous ne savions pas que c'était mal de couper du bois, mais on pouvait avoir 18 000 ariari, l'équivalent de 4,50 € par jour. Ça faisait beaucoup d'argent, on pouvait acheter environ 40 kilos de riz avec. Dans un pays où le salaire minimum est de 45 euros par mois, la coupe illicite est un trafic rentable, mais dévastateur. En 60 ans, près de la moitié des forêts naturelles a disparu à Madagascar. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.